bienvenue à la 4e édition de la L2P Convention, donc à la place, etc. C'est bon, c'était ça? Impeccable. Désolé pour l'attente, apparemment il y a Rachida Dati qui a saboté l'électricité, mais on est tous là pour parler du coup de l'histoire du hip-hop en région. Quand on dit en région, en fait, c'est un raccourci pour dire en dehors de l'Axe, Île-de-France et Marseille. Parce que ça a déjà été largement documenté, pareil, d'hier à aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que on a un petit peu décidé de mettre un coup de projecteur sur d'autres régions. Donc là, en l'occurrence, on va avoir Axiom pour le nord de la France. Bonjour. Et après, de toute façon, je vais vous laisser vous présenter après, tu vois. Fabrice, excuse-moi, Axiom rappeur initialement. Et on va dire entrepreneur qui a monté plein de trucs. Tu vas les expliquer après. Fabrice, du crew Figure de Style, donc danseur, breaker. Et donc toi, initialement, Est de la France. Exactement, plus précisément Chenauve, à côté de Dijon. Voilà. Et enfin, Eric Bellamy, donc initialement de Lyon, dans un sombre passé beatmaker, activiste, etc. Et actuellement, depuis pas mal d'années maintenant, dans le circuit des tourneurs. Et donc... Exactement, et toujours à Lyon, j'habite toujours à Lyon. Ah, t'habites toujours là-bas? J'habite toujours D'accord, à Lyon, ok. Donc ouais. t'es pas pressé, toi, en fait, de rentrer et tout ça? Ça va. Ok, Quel cool. week-end. Ok, impeccable. Du coup, ouais, on va refaire le tour pareil. Si je vais vous demander en fait de vous présenter chacun en disant ouais d'où vous êtes parti et ce que vous faites actuellement, tout simplement. Bien, moi je suis lillois et je suis toujours lillois. D'ailleurs, j'habite à Paris, donc l'île Paris. Donc j'ai commencé en tant que danseur exactement à l'époque dans le hip-hop. On touche à toutes les disciplines. Ensuite, effectivement, rappeur, beatmaker. Et puis de fil en aiguille, j'ai monté mon label sur l'île. Et toujours de fil en aiguille, j'ai monté une structure, une première structure culturelle via l'association, etc., dans le hip-hop, ce qui a plus tard donné cette fameuse structure culturelle qu'on appelle le Flow, donc un centre culturel hip-hop dans le Nord, et Kicker, donc une plateforme digitale dédiée aux artistes. Voilà, rapidement, donc effectivement, entrepreneur. Évidemment, j'ai connu les maisons de disques, toute la problématique des maisons de disques, signature, indépendant, pas indépendant. Toute cette époque d'émergence du rap, évidemment, et aussi du hip-hop parallèlement, parce que évidemment le hip-hop c'est plus large que le hip-hop, donc les sujets liés à la danse, à la question du beatmaking qu'on éclaire un peu plus aujourd'hui, mais qui était en fait, je dirais, le petit frère dans l'angle mort de la musique, dont on parlait pas énormément. Donc en tant que beatmaker, j'avais conscience de ces problématiques, et étant conscient de ces problématiques-là, ça me permettait de les porter tantôt auprès du public ou entre nous, ou aussi en direction des pouvoirs publics. Donc, ce qui a donné des idées de structure, pas toujours de façon évidente, il faut dire ce qui est. Évidemment, l'histoire, vu que là c'est la thématique, l'histoire du hip-hop appartient surtout à l'histoire de son territoire. L'endroit où vous évoluez impacte énormément les stratégies que vous allez développer. Et donc, pour ma part, en fonction des problématiques que j'ai rencontrées, des difficultés à nous développer, j'ai cherché à résoudre, parce que le hip-hop est surtout une culture de self-made, en fait. Donc, se faire soi-même, avec une notion de ce qu'on appelle l'empowerment aux États-Unis. Donc, on va dire un pouvoir de capacitation, c'est toujours difficile de traduire en français, mais se faire soi-même, résoudre ses problèmes soi-même, essayer de dépasser ses propres problèmes et essayer de le partager avec la communauté. Donc, en fonction des problématiques, je me suis développé comme ça, des problématiques liées au territoire. Je rappelle que le nord de la France, c'est 35 ans de socialisme, donc des socialistes qui ont bien vieilli aussi, donc qui ne comprennent pas forcément la culture. Pour vous donner un petit exemple, je le donne tout le temps parce que ça fait sourire, en même temps, c'est pas si souriant que ça. Notre culture était gérée à l'époque par le Centre Prévention Délinquance, culture hip-hop. Donc quand vous avez cette réalité en face de vous, les interlocuteurs sont ceux-là, et des gens bien, hein, des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Je veux dire, c'est juste qu'ils n'ont pas notre culture, en fait, hein, et n'ont pas cette compréhension, ou pour des questions générationnelles ou sociales, eh bien, vous devez composer avec. Donc, certains ont travaillé avec ces gens-là, d'autres, comme moi, ont décidé de ne pas travailler avec ces gens-là, mais
je dirais nous sommes les mêmes, hein. C'est juste des stratégies différentes. Il n'y a pas de héros plus dans un choix ou un autre. On est entre frères à ce moment-là. Mais j'ai décidé de ne pas travailler avec ces gens-là jusqu'à ce que cet intitulé ne change. Chose que j'ai réussi à changer. Donc on a créé les services culture, comme on dit, voire culture urbaine, parce que c'était pas encore facile de dire culture entièrement. Culture, c'est encore trop noble. Donc on disait culture hip-hop, c'était mort. Ouais. Non, ça c'est mort. Le hip-hop, c'est mort. Et donc c'est juste pour dire, en synthèse, la façon dont on se développe et la façon dont on émerge, et émerger en France veut dire réussir à Paris, qu'on soit bien clair, et surtout à notre époque, encore avant le digital, eh bien, dépend des diverses problématiques que vous allez rencontrer dans votre territoire initial. Lille, pour donner une idée, en TGV, c'est 1 heure. C'est à côté, c'est pas Lyon. C'est vraiment à côté. Eh bien, cette 1 heure-là, c'est un peu comme Clichy-sous-Bois avec Paris. C'est pas si à côté. Et à l'époque, donc avant le TGV, par exemple, hein, parce que ça existait, une époque où il n'y avait pas encore le TGV, eh bien, c'était difficile, on venait en voiture. Donc là, on faisait 3-4 heures. Donc on assistait à l'émergence de Paris, sur la Seine, à l'émergence de Marseille, pôle extrêmement important et très fort dans l'identité. Donc pour nous, c'était compliqué. Hein. Eh bien, on a dû se faire soi-même des labels indépendants, des scènes très vivantes, très vivaces. Et à la vérité, c'est que j'ai rencontré ça dans toutes les régions, en réalité. Hein. Toutes les régions ont eu cette vivacité, mais parce que c'est autant de stratégies pour réussir malgré l'ancrage que vous avez sur un territoire. Et du coup, ouais, ça va être la même question pour toi, Fabrice. Donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Fabrice. Mon nom de scène, c'est Orwan, mais c'est mon deuxième prénom. Donc, je suis danseur et membre fondateur du crew Figure de Style. Donc, c'est un crew qui a été créé en 1996. Par contre, j'ai commencé à danser à la fin des années 80, je dirais. La chance que j'ai, c'est que j'ai des grands frères qui, eux, sont nés à l'arrivée de la culture hip-hop. Donc j'ai tout de suite suivi. Mes grands frères m'ont emmené avec eux partout, donc j'ai découvert cette culture. Je parle bien de culture et pas simplement de la danse, parce qu'à l'époque, on touchait à tout. Voilà. Donc moi, j'ai essayé de graffer, même si j'étais nul. J'ai essayé j'ai tagué, j'ai rappé, et puis mais surtout j'ai dansé. J'ai même j'ai mixé, etc. On a essayé de toucher à tout encore aujourd'hui. Et donc, sans prétention, sans savoir où on allait, on a créé un crew parce que les grands ont fait leur chemin. Moi, je viens d'un quartier, encore une fois, comme la plupart à l'époque, la culture hip-hop, elle était vraiment vivante dans les quartiers. C'est plus comme aujourd'hui où c'est vraiment démocratisé. Donc, c'était un quartier sensible, même très sensible dans les années 90. Donc, moi, j'ai toujours pris ça comme une échappatoire, quelque chose qui me permettait de m'exprimer. J'aurais jamais imaginé en être là où j'en suis aujourd'hui et puis en vivre tout simplement parce que c'était juste un kiff. On dansait dans le quartier et je prenais mes petits frères avec moi et mes petits frères de sang et mes petits frères de quartier. Donc on a commencé comme ça, on a évolué. En 2000, on dansait un peu partout. Les politiques ont commencé à nous voir, cette fois-ci d'une autre manière. Donc de là, nous, le plaisir, c'était d'être ensemble. Donc on nous proposait d'aller là-bas pour un sandwich, on y allait direct parce qu'on aimait bouger et on sortait de chez nous, tout simplement. Donc on a évolué comme ça. En 96, on a monté le crew Figure de Style. Il y avait déjà pas mal de crews sur Paris comme Actuelle Force et autres qui étaient vraiment très très actifs. Bon, c'est des anciens. Pour nous, c'était l'élite, et c'est le cas. Donc nous, on a la chance aussi d'avoir de la famille sur Paris. Donc on venait très très régulièrement ici en région pour s'entraîner, voir la famille. Mais on allait à Châtelet parce qu'ils s'entraînaient juste derrière pendant longtemps. Donc nous, on venait ici. Et en 2001, on s'est monté en association un peu maladroitement parce qu'on avait de l'argent et on ne savait pas quoi en faire, comment le distribuer. On nous a dit monter une asso, donc on a monté une asso. Et de fil en aiguille, on a beaucoup... Nous, notre circuit, c'est les battles. C'était ça et c'est encore ça aujourd'hui. Je danse toujours. Mon frère qui est là aussi et tout. On a vraiment... c'est notre ADN. Donc il y avait à l'époque les Battle of the Year qui étaient organisés. On a commencé à s'imaginer pouvoir participer à ça.
On a monté un premier show et donc le premier battle, on s'est fait remarquer tout de suite. Et de là, on a pris confiance encore plus. On nous a invités à gauche, à droite, et puis voilà, de fil en aiguille, ça a pris du poids. On a gardé cet ADN, et j'essaie d'aller vite pour que tu puisses aussi parler. Après, en 2009, on s'est dit, pour mon cas, par exemple, j'attendais un enfant, etc. Je ne me voyais pas continuer à partir à gauche, à droite, ou être en compagnie, et laisser ma femme avec l'enfant, etc. Ce genre de truc, juste pour... parce que c'était une obligation. Donc avec mes frères, on s'est dit, on va monter une école. Parce que pour nous, la base, c'est la transmission. La base de la culture hip-hop, nous, par le biais de la danse, c'était la transmission. Donc on a monté une école en 2009, on a monté un projet pédagogique et on l'a proposé à la ville, notre ville d'origine, en mettant en concurrence évidemment Deauville. Tout de suite, ils ont accroché parce qu'ils connaissaient notre travail. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on travaille... je suis professeur de danse hip-hop, je suis toujours dans le breakdance, mais c'est la 5e génération du crew figure de style qui sort de terre et là en ce moment qui font pas mal de bruit dans le circuit. Ils ont 20 ans, donc voilà, on les a... Et nous, on est vraiment à l'ancienne. Je vais être clair, on veut pas de mercenaires. C'est comme Fubu, for us by us, pour nous, voilà. Ça vient de chez nous et c'est entre nous. On n'a pas besoin de prendre à l'extérieur parce que l'autre est bon ou il est beau. On s'en fout complètement. On est fiers d'être avec qui on marche. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on a avancé comme ça et puis on continue. Là, je suis là aujourd'hui devant vous, donc ça me fait plaisir de pouvoir partager mon histoire avec vous parce que j'aurais pas cru et c'est cool. Voilà. Donc moi je m'appelle Eric, je viens de Lyon, de la banlieue lyonnaise, où je suis arrivé en fait, j'ai fait mon enfance à Lyon, après je suis parti en Afrique et je suis revenu, j'avais 16 ans en 89, et du coup c'est là que j'ai découvert le mouvement hip-hop global comme qu'on vient d'en parler, où tous les crews étaient ensemble, les graffeurs, les danseurs, les MC qui toastaient, qui faisaient ragamuffin, qui faisaient, tout le monde était un peu ensemble. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la culture dans son ensemble, ce que c'était la Zulu Nation aussi. C'est bien aussi qu'on en parle de ce truc-là qui nous a tous marqués et qui aujourd'hui n'existe quasiment plus, faut dire la vérité. Et donc, comme tout le monde, j'ai essayé un peu toutes les disciplines, passé à travers les mailles des différents problèmes aussi de délinquance qui tournaient autour de toute cette jeunesse-là aussi. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que là où j'étais le meilleur, c'était derrière les platines. Donc j'ai commencé en tant que DJ pour animer des séances de freestyle avec un crew, encore une fois, multidisciplinaire, avec une section de graffeurs, de danseurs, de MC. Et puis moi derrière les platines. Et petit à petit, on a commencé à faire des concerts pareils à travers des sollicitations de fêtes de quartier où on prenait des phases B et puis tout le monde était là à faire ce qu'il pouvait, parce que c'était pas toujours là très réussi, mais on se débrouillait. Et puis on a commencé effectivement à avoir de l'argent, un peu comme ce que tu expliquais, se monter en association pour pouvoir gérer cet argent-là. Et puis en fait, moi je travaillais à une radio étudiante à l'époque où j'étais chroniqueur à radio d'une émission de rap à Lyon, l'émission de Radio Brume, c'était la radio étudiante. Et on recevait les premiers CD des artistes de rap français de Paris. Et on s'apercevait que c'était toujours un peu chez le même distributeur, parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup d'autoproduits. Et ce distributeur, c'était Night and Day ou Mediaset, souvent. Et donc, un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler c'était toujours le même numéro de téléphone qui était derrière tous les CD. Et je leur ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a que des groupes de Paris, de Marseille et bon, il y avait un peu les NAP de Strasbourg, il y avait quelques petits groupes de province, mais très peu. Et comment ça se fait que il n'y a pas vraiment de groupe de Lyon, comment nous on peut essayer de vous envoyer du son, etc. Alors qu'à l'époque on n'avait pas encore de création originale, et puis c'est comme ça que, comme le disait Axiom, il fallait prendre sa voiture, faire 4 heures de route, monter à Paris, rencontrer des gens. Donc tout ça c'est le parcours qu'on a tous fait autour de cette table, je pense. Et puis de là on a commencé à petit évoquer l'idée de faire nos propres morceaux avec le matériel qu'on avait acheté grâce aux petits concerts qu'on avait fait. Et puis se faire un petit pécule pour ensuite aller en studio pour commencer à faire des morceaux. Mais on s'est vite aperçu qu'on n'avait pas de structure, donc on s'est dit on va monter un label. Donc on a monté un label avec plusieurs groupes autour de nous qu'on a appelé Lyonnaise des Flots. Et puis on n'avait pas d'argent, et à l'époque on avait 4-5 personnes autour de nous qui rentraient dans les études supérieures, et donc on a fait des pré-étudiants. On était 5 personnes à faire des pré-étudiants.
Donc t'expliques un peu ça à tes parents, que tu vas faire un prêt étudiant non pas pour financer ton école de commerce, mais pour faire un disque de rap. Donc c'était un peu technique quand même. Et, et puis ils nous ont fait confiance, on l'a fait, on a produit notre premier album d'un groupe qui s'appelait IPM, qu'on avait monté, groupe de Lyon, où moi j'étais passé cette fois-ci derrière les machines, après j'étais plus DJ mais plutôt derrière les machines en beatmaking. Et puis on a commencé à faire, le parcours promo de groupes de rap de l'époque, venir se battre à Paris Génération, enfin voilà, faire tout le tour promo possible. Et puis surtout, nous, on avait effectivement la chance de pouvoir un peu tourner à travers des réseaux dont on vient de parler, un peu socioculturels, donc faire pas mal de concerts. Et chez le distributeur de l'époque, c'est comme ça que j'ai rencontré des groupes de Paris qui galéraient, des artistes de Paris, qui disaient mais comment ça se fait que vous, les Lyonnais, là, vous faites des concerts et nous, on n'y arrive pas. Et puis un jour, en parlant avec l'équipe de l'Est du Neuf, avec Bustaflex et tout ça, je leur ai dit si vous voulez, je peux vous aider. Et c'est comme ça que finalement cette histoire-là elle a démarré et que c'est devenu petit à petit mon métier, que je suis passé petit à petit de beatmaker, manager de mon groupe par défaut, parce que je voulais pas forcément l'être, à finalement commencer à proposer des concerts pour d'autres artistes. Et finalement faire mon métier, puisqu'en parallèle des activités donc de production qu'on avait dans le label, j'ai commencé à proposer, à booker des artistes de Paris, un peu partout en France, à l'époque où personne n'en voulait nulle part. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré mon métier, ce qui est devenu mon métier, c'est-à-dire aujourd'hui je suis producteur de spectacles. Donc voilà, on avait monté ce label en 98, on a sorti notre premier album à ce moment-là. Donc la structure c'était Lyonnaise des Flots jusqu'à 2001, 2004. Là, j'ai un trou de mémoire. Ouais, 2004 je crois. Et après on a cherché 2009, mais après plusieurs. Pareil, j'ai eu un parcours entrepreneurial un peu compliqué parce que, comme évidemment beaucoup de gens autour de cette table, je pense que je connaissais rien à la compta, je connaissais rien au graphisme, je connaissais rien. Voilà, on est 100% autodidacte. À un moment donné, et puis on a pris pas mal de risques financiers. J'ai planté 2 boîtes quand même entre-temps, 2 fois, 2 associations, avant de me monter en société et d'enfin comprendre comment il fallait faire pour éviter les erreurs du passé. Et à un moment donné, j'ai donc choisi de changer de nom et j'ai monté une boîte qui s'appelle Yuma en 2009, qui a ensuite fait beaucoup de 70% des artistes de rap français en tournée. Et ensuite, cette boîte s'est arrêtée l'année dernière, suite à ce que je l'ai vendue en 2011 à Olympia Productions, qui était une filiale entertainment de Vivendi. Et donc voilà, cette société s'est arrêtée l'année dernière et de là, parce qu'ils ont décidé d'arrêter toute l'activité autour de l'entertainment et donc j'ai remonté une nouvelle société qui s'appelle Nueva aujourd'hui. Et donc j'ai refait le tour un peu des potentiels investisseurs parce que après effectivement avoir déposé le bilan avec mon argent personnel de plusieurs sociétés, à un moment donné je m'étais dit que ça il fallait que j'arrête et donc là j'ai refait le tour de tous les investisseurs et donc là je me suis associé avec Live Nation depuis 1 an. Sur cette boîte qui s'appelle Nueva et qui fait de la production de spectacles. Voilà. Ok, effectivement, c'était bien complet. Je vais rester sur toi pour un truc très particulier, même si après ça va s'appliquer à toi. À toi un peu moins, tu vas comprendre pourquoi très vite. C'est que donc Lyon, en termes de superficie et du nombre d'habitants, c'est devant Marseille, c'est-à-dire c'est juste derrière Paris. Or, le rap lyonnais a mis beaucoup plus de temps à émerger en termes d'exposition nationale que les 2 autres. Alors même si Paris c'est un cas particulier, on va aussi y revenir en termes de centralisation et de tout ce que ça implique. Mais par exemple par rapport à Marseille, qu'est-ce qui, de ton point de vue, pourrait expliquer ce truc-là? Parce qu'en fait, quand on s'y intéresse, il y avait autant d'activistes, il y avait autant de groupes. Et après, c'est à toi de me le dire, est-ce que c'était un manque de structure, peut-être un truc de politique locale? Non, je pense que c'était réellement oui, un manque de structure monté par les pionniers. C'est-à-dire que sur les premières compiles Rap Attitude, tu avais un groupe de l'époque, par exemple, qui s'appelait MCM 90, donc qui était un groupe lyonnais. Et c'est des groupes qui ont commencé à tourner, commencé à faire des choses, mais qui n'ont pas vraiment bâti les fondations pour monter des labels comme a pu le faire l'équipe d'IAM à Marseille ou plusieurs entités comme ça sur Paris. Mais oui, je pense qu'il y a eu. Nous, on a été les pionniers, mais on était déjà la 2e génération d'activistes du hip-hop. Et je pense que nous, le fait
de s'être diversifié assez vite sur la tournée, qui aujourd'hui en fait que j'en ai fait mon métier. Peut-être que si on avait sorti tous les groupes de rap lyonnais de l'époque, on aurait eu une pépite et une star à ce moment-là. Mais comme on s'était concentré que sur mon groupe qui était IPM, et ensuite on s'est diversifié en production sur d'autres styles musicaux, on n'a pas fait le travail nous-mêmes de pionniers, de diffuser tous les groupes de rap de Lyon. Donc il y a eu un gros trou jusqu'à quasiment, effectivement, plus de 10 ans, où tous les artistes ont eu des difficultés, mais on a eu quand même beaucoup de beatmakers qui ont eu des succès en fait. C'était plus les beatmakers de Lyon qui ont eu du succès que les rappeurs. Parce qu'il y avait le gang du Lyonnais, mais qui pour il y a eu Akos qui était signé chez la Cosca. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein de beatmakers. Il y a eu un mec, on en parlait tout à l'heure sur les histoires aussi de G-Funk. On a eu un beatmaker G-Funk qui est parti aux États-Unis et qui a travaillé avec plein de mecs de Dog Pound et tout ça, hein, tu vois. Et puis il y a eu sur les beatmakers ça a été, mais sur les rappeurs c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Ouais, ça va être la même problématique pour le nord de la France. Alors, il n'y a pas vraiment de ville en particulier, mais disons que si tu prends les Hauts-de-France par exemple, donc que ce soit Lille, Roubaix, Tourcoing, etc., là pour le coup c'est encore plus tardif, le côté où tu as des artistes rap qui arrivent à se faire remarquer, à émerger, etc. Selon toi, pareil, est-ce que c'est un truc de manque de structure, de politique locale ou etc. Je dirais pas que c'est un manque de structure, mais plutôt de structuration. Pour te donner un exemple, quand moi j'émerge en tant que rappeur, donc, j'ai déjà un label, c'est déjà mon deuxième label, en fait, en indépendant. J'émerge via un titre plutôt politique qui s'appelle Ma lettre au président, qui est hébergé sur mon site, qui fait un blackout total. Je découvre Internet, si vous voulez. Et donc, je ne suis pas dans le digital, je comprends pas forcément Internet, je mets les mains dans le cambouis, je découvre ce truc-là. Vous avez les maisons de disques qui commencent à vous appeler, vous avez les plateaux télé qui vous appellent, j'ai pas de manager. Alors, évidemment, quand on est héritier de la culture Michael Jackson, Jordan, enfin quand on a suivi tout ça, parce que c'est ça notre culture en fait sur le business, on sait plus ou moins qu'un manager ça manque à cet endroit-là, mais toi tu cherches un manager, il n'y en a pas vraiment des formés, ceux qui sont formés en rock. Alors, ils font des trucs bien hein, sur nos musiques, mais c'est pas vraiment la même culture, c'est pas les mêmes réseaux. Donc pour moi, c'est pas un problème de structure en soi, c'est un problème de structuration. Alors il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que nous, justement, on est trop proche de Paris. Donc tu sais, quand je vais à Marseille à l'époque, je raconte souvent ça, c'est à la Belle de Mai à l'époque, vu que la Belle de Mai nous recevait, les Marseillais faisaient pas la différence. Dans la rue, ils disaient Parigo, rentrez chez vous, voilà quoi. Pour eux, on est des Parisiens. Donc se démarquer, c'est pas évident. Et quand la pression commerciale est déjà sur Paris, pourquoi tu iras prendre, tu irais accepter ou recevoir des groupes du Nord. Et ceci va continuer longtemps. C'est-à-dire, j'ai le temps de tourner, j'ai le temps de rencontrer Eric, par exemple. J'ai des tourneurs à ce moment-là. Je cherchais des tourneurs. C'est comme Eric, comme quand il raconte. Il a dit un terme que j'aime beaucoup, c'est le par défaut. On a tout fait par défaut. J'arrive au business par défaut, je fais de la musique par défaut, j'en arrive à des maisons de disques par défaut, tout se fait par défaut. C'est parce qu'en fait, il n'y a rien, c'est par vide. Il y a un vide en fait. Et ce vide, pour trouver quelqu'un qui va être manager, c'est chaud, ils n'ont pas la formation. Et puis même quand il y a la formation, tu finis par le dépasser parce que quand tu t'intéresses au truc, tu es un peu speed, tu es bien câblé. Tu dis, attends, ce que tu dis, c'est un peu n'importe quoi, regarde, il faut voir avec un tel. Donc très vite, tu es insatisfait même des personnes que tu rencontres, et voilà, qui font ce qu'elles peuvent. Hein. Il y a un vrai problème de structuration, d'apprentissage des savoirs. Je vous donne un exemple concret, parce que tout paraît évident, mais là, on va parler de la musique, mais c'est valable, j'imagine, pour le touring. Rien que comprendre le juridique. C'est quoi ce calvaire qu'on a en France entre la production, les éditions, c'est vraiment c'est un calvaire, quoi. C'est les avocats eux-mêmes à qui on s'adresse aujourd'hui, donc j'ai les moyens d'avoir des avocats. Attendez, il faut que je regarde s'il n'y a pas eu des changements, etc. Je veux dire, c'est un vrai métier, quoi. Donc en fait, on a dû faire plein de métiers. Voilà. Donc moi, à un moment, j'étais président d'une structure associative, sans parler de mes activités militantes, parce que j'étais connu en tant que militant à côté. Donc
t'es président d'une asso, mais en fait, toi, t'aimerais être au bureau pour pouvoir toucher l'argent, pas au bureau, pardon, mais directeur, parce que si t'es président, tu peux pas être payé. Or, toi, il faut bien que tu manges. Donc, on affronte tous ces problèmes en même temps. Et en fait, une asso, c'est limité. Alors, viens, on va monter une boîte. Et tu montes une boîte, mais il y a des trucs que tu peux plus faire. Enfin, donc, tout ça, on l'apprend au fur et à mesure parce que nous sommes volontaires face au vide. Et un vide de structuration, aussi d'apprentissage des savoir-faire. Parce qu'à un moment, quand tu es manager, il faut maîtriser le juridique. Il n'y a pas photo, quoi. Et donc, tout ça, tu vas le faire. C'est-à-dire que, pour qu'on se comprenne bien, nous parlons d'une époque qui est encore en cours aujourd'hui, c'est-à-dire avant que je devienne le CEO d'une boîte comme Kicker, en fait. Donc une plateforme digitale, alors je viens pas du digital, ça aussi. Je l'ai fait, je connaissais rien. Je veux dire, je suis un rappeur qui sort de maison de disques, je quitte mon contrat de chez Sony Columbia et vas-y, il y a un nouveau truc qui m'excite, où je vais apprendre des choses, parce que à un moment, la musique, moi j'en fais le tour, ça m'emmerde un petit peu, c'est toujours les mêmes histoires, c'est les mêmes gens même, en fait, si tu veux. Donc je me dis, vas-y, c'est quoi la prochaine aventure? Et je la prends comme les choses viennent. Je ne me pose pas plus de questions. Et ça va prendre 3 ans. Mais sauf que quand tu t'y mets, ce dont tu n'as pas conscience, c'est que tu es quelqu'un d'expérimenté en vérité. Tu as déjà vécu beaucoup de galères, tu as déjà beaucoup appris effectivement, tu as déjà connu les dépôts de bilan. Et je veux dire, entre cette photo-là et moi, parce que ça c'est une photo de l'époque, elle date, hein. T'as pas changé. Ouais, non, on dit ça, mais intérieurement, au moins j'ai changé. Et donc, tu connais énormément d'échecs, parce que, ok, on sacre les réussites, et c'est bien, mais pour y parvenir, il faut beaucoup d'échecs. Et donc, pour moi, ça, c'est le temps de l'apprentissage, comprendre. Aujourd'hui, je monte une boîte, qu'elle soit digitale ou un label de prod, parce que moi, je suis plutôt côté production, effectivement. Comme Eric, je me suis mis à des endroits où on manquait de compétences, donc je suis devenu beatmaker. Rappeur, je l'étais déjà, j'écrivais déjà. Ingé son par défaut aussi, en fait. Tu commences à mixer, vas-y, truc. Si t'es ingé son en studio, tu dis, tiens, je vais faire ingé son en live. Enfin, ça se fait comme ça, quoi. Après, on est payé combien? C'est des cachets intermittents. Mais c'est quoi un cachet intermittent? Parce que les artistes, c'est des cachets intermittents. Et puis, tu vas comme ça, sans trop te poser de questions. En vérité, à partir de cette culture qui est formidable, où l'enthousiasme et la volonté sont des piliers, en fait. Et quand tu partages cet enthousiasme et cette volonté, je crois qu'en fait, tu es capable de faire beaucoup de choses pour arriver à un certain âge où aujourd'hui, c'est vrai que sur la prochaine aventure, par exemple, Kicker, c'était quand même 1 400 000 artistes en France, États-Unis et ailleurs. Des valorisations très importantes. Donc, les valorisations, c'est comment on cote les boîtes. Très importantes, tout ça, c'est nouveau. Tu gagnes bien ta vie, tu es à Paname, tu fais ta vie de famille, etc. Et tout ça, ce sont des choses que tu fais au fur et à mesure. Il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas de calcul. Par contre, il y a des problématiques et des obstacles à contourner. Et donc, pourquoi Lille met autant de temps? Juste Lille, c'est pas sous le scope Paris-Marseille, qui était déjà en rivalité. Vous comprenez, on est un pays de football, donc on a besoin que les clubs s'affrontent. Hein. Et donc, cet affrontement Paris-Marseille fait que on va pas parler de Lyon, on va pas moins parler de Lille, on va moins parler. Et pourtant, ça n'empêche pas les groupes d'émerger. Aujourd'hui, avec Orelsan sur Caen, vous voyez bien, on y arrive. Internet a accéléré ça. Mais à l'époque, la polarité, c'est Paris-Marseille. Et ensuite, pour le Nord, est venu Gradure, donc Roubaix, quand même, avec tous les groupes roubaisiens aujourd'hui qui cartonnent, et qui déchirent, qui ont leur propre identité, eux-mêmes par rapport à Lille, qui a une autre histoire de lutte ou de. Je veux dire, Roubaix a grandi dans l'angle mort, en fait. Donc eux-mêmes, ils ont leur propre identité. Et donc, c'est un peu le cas sur tous les territoires, en fait. Mais c'est le temps de maturation de chaque personne. Vous avez toujours des personnes extraordinaires sur chaque territoire. Nous, dans le hip-hop, on le sait. On s'est rencontrés tous les uns les autres. On se tient en respect aujourd'hui. Et il y a un processus de maturation inhérent à notre genre qui est protéiforme, qui est, je dirais, polymorphe, en fait. Le hip-hop, c'est déjà difficile déjà la pluralité des disciplines. Tout à l'heure, Eric parlait du multiple discipline. Bon, peut-être que vous le savez, mais la plupart de la nouvelle génération ne le savent pas. Et à l'époque, effectivement, t'es pas hip-hop si tu touches pas à toutes les disciplines quasiment. Enfin, tu t'essayes, quoi. Donc, oui, je touche aux platines, je vais danser, je vais graffer, etc. Mais tout ça, je veux dire, cette multiplicité est confrontée aussi à la multiplicité des problématiques qu'on rencontre et des domaines qu'on affronte dans le développement du hip-hop ou de la musique, etc. Et donc, je pense qu'il y a un processus de maturation inhérent à notre mouvement,
je dirais même à un individu, en fait. Et il faut le temps, en fonction, après, ça c'est le petit ingrédient, je pense que ça va parler à tous les entrepreneurs, bien, vous avez des rencontres magiques, vous avez des accélérateurs, vous avez des gens qui sont ouverts, ils vous ouvrent à la porte. Moi, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à Paname, j'arrive à Paname, je connaissais pratiquement personne à part mes cousins, ma famille. Un des premiers qui m'ouvre la porte, c'est Joe Star. Et pourquoi? Franchement, je pourrais pas vous expliquer. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de raison. Je connais pas, il n'y a pas de lien. Il y a BOSS à l'époque, etc. Il y a DJ Spank à la radio, sur Radio Nocturne. Mais vraiment, il ouvre la porte. Voilà. Donc vous avez des accélérateurs comme ça, des gens que vous allez rencontrer. Et parfois, c'est une personne en maison 10 qui va vous donner juste les bonnes clés de savoir-faire, de bonne structuration, parce que vous avez posé la bonne question. Mais sinon, la plupart du temps, effectivement, il y a beaucoup d'adversité. Ça fait partie de ce que nous faisons, des écosystèmes dans lesquels nous évoluons. Et puis, pour être honnête, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... je ne vais pas ramener tous les débats au même endroit, mais les questions qui se posent sur l'affaire Aya Nakamura actuellement sont encore à l'image des luttes qu'on a dû mener. Donc, on affronte tout en même temps. On se fait par nous-mêmes. Quand on dit for us by us, c'est déjà là depuis très longtemps. Donc, on est encore dans ce développement. Les plus jeunes, en fait, vont être confrontés tôt ou tard, qu'ils le veuillent ou non, à ces questions, à ces sujets, en fait. Et je pense que tout ça montre le temps qu'une région met ou pas à émerger. Mais par contre, toutes les régions quasiment ont connu le hip-hop. Les activistes sont partout. Des passionnés, des gens formidables, avec des cultures spécifiques. Moi, quand je rencontrais les Toulousains, je comprenais pas, moi, les troubadours, tout ce truc occitan, enfin, ces spécificités toulousaines, je comprenais pas. Et pourtant, ça se faisait avec le raga, etc. Donc, il y a des spécificités, mais c'est pas ce qui expliquera les ralentis. Je pense qu'il y a des structurations spécifiquement individuelles, les rencontres que vous faites, les bonnes rencontres. Voilà. Si vous faites les bonnes rencontres, forcément, on peut vous mettre au bon endroit. C'est le cas, par exemple, quand on parlait de transmission. Eric rencontre un jeune. Allez, je vais essayer de ne pas être dénigrant, comme on a refusé les dénigrements pour nous-mêmes. Un Pyrénéen. Il rencontre un jeune rappeur pyrénéen. C'est sûr et certain qu'Eric sait comment et où le mettre en avant. C'est des accélérations. Donc les bonnes rencontres comptent pour beaucoup, ça c'est votre étoile, c'est la vie et le parcours. Ce que j'en retire aujourd'hui, c'est qu'en ayant dirigé une boîte avec énormément d'employés, énormément d'actionnaires, en étant allé aux États-Unis et en Europe, donc on a les portes qui sont un peu plus ouvertes par nos apprentissages en fait. En vérité, on a juste les mêmes problèmes qui se répètent, mais on a plus les moyens que nos apprentissages aujourd'hui de les résoudre. Voilà. Pour moi, c'est ce que m'a enseigné cette culture en dehors de l'enthousiasme et la volonté. C'est qu'on ne perd rien à laisser venir. Le plus important, c'est de vivre les choses vraiment entièrement. Même les galères, en fait. On parlait des dépôts de bilan. Là, on en parle un peu vite fait, mais qui a déjà vécu un dépôt de bilan? C'est destructeur, un dépôt de bilan. Ça vous lamine, hein, votre identité, l'entourage, tout. Donc, se relever de ça, vous êtes plus fort. Quand vous relevez 2 fois, vous êtes encore plus fort. Vous savez comment on ne tombe pas. Et donc, je dirais même tout ce qui était mauvais, même les rivalités, en fait. Tout ça, c'était bon pour nous. C'est bon pour notre culture, c'est bon pour le us de For Us by Us. Et alors, du coup, Fabrice, là, je me tourne vers toi, c'est que eux étaient confrontés à des problématiques quand même assez business, tu vois, finalement. En termes de danse, vu que t'as pas nécessairement la visée commerciale, ça veut tout et rien dire, mais en gros, tu peux danser avec ton crew sans avoir besoin de la validation de qui ou quoi que ce soit en termes de structure professionnelle, etc. Est-ce que toi, t'as l'impression que c'était plus facile d'émerger, ou est-ce que tu sentais aussi ce truc de non, il faut quand même qu'on ait tel ou tel contact sur Paris ou ailleurs, ou est-ce que c'était au contraire beaucoup plus simple? Je ne sais pas si c'était plus facile ou plus difficile. Moi, quand j'ai commencé, en fait, j'étais avec des rappeurs, dont mon grand frère. La première scène que j'ai faite, on va dire, voilà, en tant que conscient, on va dire, jeune, mais conscient de ce que je faisais, je montais sur scène, c'était lors de la caravane Nation Rap, pour celles et ceux qui l'ont connu, donc, qui était organisée par Sydney et David Guetta. Donc voilà, c'était en 92, je crois, quelque chose comme ça. Et donc moi, j'étais avec mes
2 potes de quartier, nos grands frères, ils rappaient, c'était une autre époque, et puis nous, on se posait et on dansait, sans réfléchir. Mais c'était une époque où il y avait beaucoup de transmission, encore une fois. Les grands prenaient soin des plus petits, et ainsi de suite. Donc, à cette époque-là, pendant des années, moi, mon leitmotiv, c'est de prendre soin de mon équipe et de faire en sorte que tout le monde aille bien. Maintenant, il y avait des murs, des portes, il fallait les ouvrir. On ne cherchait pas si c'était facile ou difficile, parce que notre vie, pour moi, ça fait Calimero, mais c'est réel, elle était difficile. À l'époque, elle était réellement difficile. Noir, banlieusard, qui fait de la danse hip-hop ou qui est dans la culture hip-hop, voyou, qui traîne avec ou même qui fait des conneries, donc l'image, tout de suite, elle est là. Donc, faut arriver à montrer que la personne que tu es, hormis l'image que les gens peuvent avoir de toi. Mais on se battait. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus simple parce que ça s'est démocratisé réellement. J'ai une école, on a plus de 300 élèves dans l'école même. Voilà. Et si je prends l'extérieur, on est à plus de 500 voire 600 élèves, de 4 ans jusqu'à plus de 60 ans. On a une école de breakdance. On est resté dans le breakdance volontairement parce que c'est notre ADN. Et on voit bien que la population qu'on a parmi nos élèves ou même la nouvelle génération de figures de style n'a absolument rien à voir avec notre histoire. Les parents suivent, acceptent. Ce sont des garçons, filles qui grandissent dans des cadres, on va dire, favorables pour évoluer. Donc, oui, je pense que c'est plus simple, mais il y a peut-être les réseaux et tout ce que ça comporte emmène beaucoup plus de concurrence et amène à ce que, pour moi, on perde son identité. Dans le sens où, quand tu vois quelqu'un danser et tu vas l'idolâtrer, le mettre sur un piédestal, et tu vas te perdre. Tu vas même plus savoir si tu es bon, tu vas même plus avoir confiance en toi. Alors qu'avant, tu n'avais pas le choix. Tu avançais avec ce que tu es, avec ta personne, et tu étais fier parce que tu savais qu'en face, tu risquais d'arriver devant un mur. Donc, il fallait être solide. Aujourd'hui, on s'identifie trop aux gens, ce n'est que mon avis, mais on s'identifie tellement aux autres que on perd de l'estime de soi, on pense qu'on est personne ou que c'est pas assez bien. Alors pour moi, dans la culture hip-hop, c'est ça, c'est la magie. Avec 2 mouvements de danse, tu peux durer 10 ans. À partir du moment que tu sais être un bon magicien. Aujourd'hui, on mange, on prend 15, 20, 30, 50 mouvements, mais il n'y a rien, c'est fade, c'est insipide, on n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que je pense que certains n'ont plus confiance en eux. Donc, oui, c'était plus difficile avant, parce qu'on existait. Et on était obligé, comme tu disais, comme toi, d'aller chercher, de se battre, de s'adapter, d'être vraiment un caméléon, de savoir se fondre dans la masse. Aujourd'hui, on veut ressembler à l'autre, donc on pense, c'est plus facile, mais l'essence même n'est plus là. Donc c'est difficile pour moi de répondre à ta question, parce que l'essence, pour moi, bien sûr, je généralise, d'accord, mais l'essence n'est plus, en tout cas de ce que j'ai connu de la culture hip-hop et notamment de la danse avec l'identité, une identité parisienne, une identité de la région Est, où nous, on est très proche des Lyonnais, donc on savait, quand on allait à Lyon, nous, on était chez nous. On montait à Lille, on était chez nous. Parce que on allait à Marseille, ça restait finalement des guerrières contre les Parisiens, c'était comme ça, quoi. Mais quand on se retrouvait à l'étranger, il y avait une vraie identité française, une réelle identité française. Comme aujourd'hui dans le textile ou autre, on essaye de revenir à l'essence même. Artistiquement parlant, dans la danse, on avait une identité. Toutes les nations nous respectaient pour ça. Aujourd'hui, je parle bien dans le breakdance, parce que les autres styles de danse, je connais moins. Mais pour le breakdance, pour moi, ça a perdu cette essence-là, parce que justement, on ressemble trop aux autres, quoi. Voilà. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, ça veut dire, à l'époque en tout cas, tu pouvais sentir un plafond de verre, mais c'est pas pour ça que tu te sentais obligé d'aller, par exemple, monter à Paris pour te connecter avec des crews de là-bas. Ah non. Ah non, on était trop fiers de nos origines, encore aujourd'hui. La preuve, ma réaction.
veux dire, je respecte les danseurs parisiens ou autres, mais nous, du moins, je viens d'une époque où quand tu arrivais à Paris, et en plus, nous, on était de Chenauve, mais c'était oh, la moutarde, oh là là, les paysans, ce que tu veux, quoi. Alors que c'était réel, hein, c'était comme ça. Jusqu'au moment où tu leur montres que le paysan aussi, il a une fourche, tu vois, c'est plus pareil, tu vois. Et là, ça pique, et c'est douloureux. C'est ça, en fait. Et à partir de là, t'es respecté. Mais t'es obligé, des fois, de bomber le torse, alors que t'as envie d'être cool. Et c'est la vie, c'est comme ça. Il faut, comme tu dis, tu peux tomber sur les bonnes personnes qui accélèrent le truc, parce qu'ils croient en toi, parce que c'est quelqu'un de solaire. Et là, ça va tout seul, on t'éclaire le chemin. Mais la plupart du temps, comme tout le monde veut exister, et on était en crew, il faut bien se rappeler ça. Donc c'était, oui, on va bousculer les choses, on est plus fort qu'eux, etc. Et moi, la force que j'ai et que j'avais à l'époque, c'est que j'étais avec mes frères. Donc ça, c'est totalement différent. C'est ma famille, c'est mon sang, c'est pas des copains. Et mes frères de quartier avec qui je vivais tous les jours. Et aujourd'hui, je suis encore avec eux. En tout cas, pour le noyau dur. Et donc ça fait qu'on continue à avancer comme ça, et on s'est fait la promesse de se dire, si ça s'arrête, s'il y en a un qui arrête, on arrête tous. Parce que c'est notre histoire. Et après, si quelqu'un reprend, ce sera autrement. Mais nous, on a commencé comme ça et on finit comme ça parce que on n'aurait jamais imaginé arriver à vivre comme on vit aujourd'hui, et être connecté avec nos femmes, nos enfants, alors qu'on a grandi tous ensemble depuis la maternelle, quoi. Et on est vraiment connectés. Donc pour nous, c'est une richesse qui vient aussi de toute notre histoire. Et c'est des choix. Alors Eric, ouais, c'est par rapport là pour le coup au côté, c'est peut-être que pour le rap qu'il y a à ce point-là le côté industrie. Enfin, pas tous, heureusement maintenant ça a un peu évolué, mais le côté label, distrib, maison de disques, c'est très, je vais dire très francilien, c'est même très parisien, intramuros en vrai. Est-ce que toi, quand tu commences à te développer, t'as ce truc, même si toi t'habites toujours à Lyon, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais tu sais, ce truc de, même si j'ai mon identité lyonnaise, je vais être obligé en fait de faire ce genre d'aller-retour parce que sinon il n'y a pas de débouché pro entre guillemets, tu vois. Ouais, je pense que le business de la musique est centralisé à Paris. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Tous les gros médias sont là. Ce qui est différent sur la danse, tu vois, par exemple, si on peut comparer sur la danse, à Lyon, il y a eu un gros pôle de danse qui a été soutenu par l'État, les pouvoirs publics et tout ça. Ce qui a fait que l'histoire a été écrite différemment. Mais sur la musique, tout était centralisé à Paris. Ça, t'étais obligé de faire des allers-retours, t'étais obligé de venir prouver encore une fois, comme il vient de le dire, que t'es au niveau. Que t'es au niveau. Donc venir te frotter avec les gens qui sont ici, du Sérail. De te faire valider un peu. Finalement, c'est ça. Et pareil, si on peut développer sur le côté politique local, c'était quoi là où les spécificités lyonnaises? Parce que c'est vrai que en fait, t'as l'air de dire qu'ils ont un peu appuyé le côté peut-être danse, grave, je sais pas, et moins le côté rap. C'est à peu près ça que je comprends. En fait, comme on le disait tout à l'heure, les concerts qu'on faisait, c'était tenu par le milieu socioculturel, donc c'est-à-dire par les fonds sociaux. Et donc, il y avait un fonds qui s'appelait le Fonds d'action sociale, pareil par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à Lyon, qui était une branche du ministère de l'intégration et de l'immigration. Et donc le Fonds d'action sociale finançait des activités de concerts, des activités socioculturelles, donc c'est-à-dire des petites fêtes de quartier, des trucs comme ça, où là, en fait, leur but, c'était ensuite de faire des rapports et d'utiliser le hip-hop comme une source d'intégration des jeunes de banlieue. C'était tout simplement ça. En fait, le Fonds d'action sociale, tu avais une grosse partie du financement qui était sur apprendre aux gens à parler français, etc. Toute cette partie-là par rapport aux migrants qui arrivaient, aux immigrés qui arrivaient et qui parlaient pas français, donc là, leur expliquer les papiers, parler français, etc. Leur donner des cours. Et tu avais une petite partie culture. Et donc sur cette petite partie culture, ils utilisaient le hip-hop comme moyen d'intégration de ces jeunes issus de l'immigration. Et donc c'est grâce à ces fonds-là, clairement, nous à Lyon, que on a pu profiter de ça pour pouvoir faire des concerts un peu partout, même aller jusqu'au Maroc, aller à l'île d'Oléron, financé par ce truc-là, parce que dans le fonds d'action, le fonds d'action sociale, là, le FAS,
Il finançait une autre institution qui s'appelait ISM, Inter-Service Migrants, encore une fois. Et donc, dans Inter-Service Migrants, il y avait un petit volet culture avec 2 personnes qui étaient passionnées de hip-hop véritablement, et donc qui utilisaient leur fonds pour financer des compagnies de danse et financer quelques groupes de rap qui faisaient le tour des autres MJC de toute la France, tous les centres sociaux et tout ça. Et donc, nous, on a réussi à profiter de ce réseau-là, et c'est pour ça qu'on a fait autant de concerts, et comme je disais tout à l'heure, que les groupes parisiens disaient mais comment ça se fait que vous êtes partout et que nous, on est là, alors que finalement, on pèse plus de disques même que vous. Donc c'est ça qui a été spécifique là-bas. Et sur la danse, effectivement, il y a eu ce développement des compagnies, tu vois, Black Blamber, Avénitieux que tu connais, toutes ces compagnies-là qui ont été financées grâce à l'autre partie des fonds que j'expliquais là tout à l'heure, avec une volonté véritablement d'intégrer le but final, encore une fois, hein, c'était l'intégration des jeunes issus de l'immigration pour pas qu'ils deviennent délinquants. C'était spécifique, ça c'était quand même très très fort chez nous. Et les graffeurs, par contre, eux, il y a le secteur privé qui est arrivé, les galeries, les gens des beaux-arts, qui ont récupéré les meilleurs graffeurs et qui ont commencé à leur ouvrir les galeries. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et nous, sur le rap, on avait donc cette partie concert, mais sur le reste, la production, ils considéraient qu'il fallait qu'on se débrouille avec le domaine privé, des maisons de disques, des labels parisiens et tout ça. Voilà la grande différence pour moi. J'ai l'impression que tu voulais réagir à quelque chose. En fait, quand tu parles, ça me projette vraiment dans une époque. Voilà, nous, c'est exactement le même C'est la parcours. même, voilà. Et Et tu nous aides à. Je pense qu'on est exactement. en train de s'entraider à retrouver des bouts de Exactement, mémoire. la mémoire, exactement, c'est ça. Parce que c'est, en plus, c'est très précis. Donc, les fonds d'aide, sont sociales, etc. On a grandi là-dedans. Nous, on était dans les MJC. Il y avait des. C'est le même rapport par rapport à la danse dans ce que disent. Ok. Oui. Encore une fois, l'humain. On a rencontré des animateurs en MJC qui croyaient en nous, qui n'étaient pas du tout du même univers que nous, mais qui croyaient en nous. Donc à partir de là, il y avait des rencontres inter-MJC. À l'époque, on allait sur Marseille, on allait bien sûr dans les quartiers sensibles, on allait à Lyon, on allait à Mantes-la-Jolie, etc. On rencontrait, c'était cette époque, on était dans les mêmes, en tant que jeunes, avec les psychiatres de la rime, il y avait les beaucoup plus grands expressions directes, etc. Donc c'était notre époque, voilà. Mais il fallait faire tes preuves, notamment psychiatre de la rime. La première fois, donc Soprano et son équipe, avant qu'ils soient séparés comme ça, il y a eu pour une petite anecdote, on était en concert. Il y avait donc les MJC qui étaient réunis à Mantes-la-Jolie. Et oui, c'est Mantes-la-Jolie. Et Non, psychiatre, c'est Marseille, du coup. Non, j'y viens. Non, je t'en prie. Et en fait, on était tous là en tant que jeunes. Il y a eu, je sais plus, un désistement d'un groupe qui devait rapper en ouverture avant. C'est la Clica. Ouais, c'est ça, la Clica. Qui devait rapper avant Expression Directe. Et bref, c'est les petits. Donc Soprano, Alonso, toute son équipe là. Ils sont venus, ils ont pris à Mantes-la-Jolie à l'époque. Remplacé au pied levé la Clica. Et quand on est arrivé, il y avait un procès pour un meurtre. Donc il y avait la police partout. C'était extrêmement explosif. Et c'est des Marseillais. Ils sont montés sur scène, ils ont tout retourné. Mais réellement, c'était dans le quartier. Et ce jour-là, on s'est dit, oh là là. Et nous, on était là, il fallait danser, c'était comme ça. Donc mais on était entre nous. C'était, la Hesse, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Non, mais c'est exactement. Réellement. Ça fait vraiment écho On en à. parlait tout à l'heure, c'est pour ça que j'utilise ce terme volontairement. Ça fait écho même à ce que tu disais avant, quand tu parlais de l'humain, en fait. C'est que, d'abord, moi, je te remercie, Eric, parce que ça, c'était un angle mort, là, aujourd'hui. Effectivement, j'ai par exemple démarré en MJC, mais c'est vrai que depuis ce moment-là, je me suis retrouvé dans plein de plans. Je sais même pas pourquoi, comment, mais partout en France, au bled, partout, toujours dans les bons plans. C'est vraiment, et tu sais pas d'où ça tombait. C'est vraiment ça fait cliché. Hein, vas-y, on va bouger, truc. Ah, tu me mets dedans, machin. Et effectivement, on a rencontré. Moi, tu vois, tu te retrouves à la Castellane. Je me rappelle même plus pourquoi je me retrouve à la Castellane, le quartier de Marseille. Et juste, ça déchire. Des gens comme nous, en fait, entre nous. On aime les mêmes choses, on mange les mêmes choses, enfin on découvre, c'est génial quoi, tu vois. Et effectivement, il y a ce truc-là qui relève, pour répondre à ta question, des politiques de la ville. C'est-à-dire que c'est vrai que ça va faire très argument de la maturité, mais
on a quand même passé pas mal de temps à dénoncer les mauvais côtés de ça, parce que nous étions en lutte pour construire. Mais effectivement, là, il y a clairement un avantage qui a donné des choses, même si c'était insultant pour nous, que ça passe par prévention, délinquance, immigration, migrants, enfin, qu'on se sente... Intégration, tu Voilà, vois, c'était voilà, c'était exactement. costaud quand même. Ah, bien sûr, c'est costaud. Mais malgré, il y a quelque chose. Bon, après ça, c'est la vie et peut-être plus un avis Juste pour personnel. préciser, c'était la même démarche ou il n'y avait Ouais. pas de spécificité, par exemple, Ah non, du c'est la nord même. de la France? Non, mais c'était je la pense que même. tous les quartiers de France Ok. relevaient Ok. de la même démarche. Que ce soit le FAS dont il a parlé, mais après les politiques locales, je dirais spécifiquement prévention délinquance pour nous. Bon, bah, ça se trouve c'est l'argent du FAS en fait. Donc voilà. Mais les devantures sont différentes. Mais pour le coup, effectivement, on a eu énormément d'opportunités et ça va. Je pense que là, on va se retrouver tous ensemble. Je pense que c'est là que tu as l'humain, malgré tout. C'est-à-dire que dans ce que l'on a dénoncé du politique, et il y a beaucoup de choses à dénoncer encore aujourd'hui. Moi, pour la petite rétrospective, donc j'ai créé le Flow, donc qui est un centre culturel hip-hop qui s'est créé avant la place. Donc pour vous donner un peu le truc. Toujours cette opposition avec Paris. Hein. Ah, c'est ça. Ah, au contraire. Ah non, parce que je peux vous dire que le prochain, je vais le créer à Casablanca, donc il n'y a pas d'opposition. Je regrette, j'aurais voulu créer celui de Paris. Non, il n'y a pas d'opposition, bien au contraire, il faut qu'il y en ait partout. Mais c'est simplement pour dire que, évidemment, quand tu crées un truc comme ça, tu as tout le monde politique devant toi. Et ils pigent rien, quoi. Tu vas on met 5 ans pour créer cette structure. 5 ans, je sais pas si... Et dedans, il y a notre propre communauté qui se rentre dedans. Parce que quand tu as cette démarche, on pourra en parler vite fait, bah t'es quoi? T'es un traître ou t'es pas un traître? Tu bosses avec les institutions ou pas? Alors que moi, en fait, j'ai même pas bossé avec eux. Je dirige pas la structure. On a donné les postes aux gens de chez nous, justement, capables. Parce que c'est pas parce que c'est des gens comme nous, de chez nous, qu'on aime, qui sont capables et qu'on a envie que des incapables le prennent s'ils sont pas capables. Bah ouais, on dirige des structures maintenant. Donc on est passé par 5 ans de conflits, d'hésitation et de difficultés à avancer le bâtisse. Et je pense que c'est important parce que maintenant, si je devais la créer, vous avez vu, j'ai rigolé en disant Casablanca, mais parce qu'en fait, ça va plus vite pour le créer. J'ai appris. Et effectivement, donc le politique, on a tendance, faut faire le point sur ce sujet, en tout cas, qui nous, sur notre territoire, dans le nord de la France, a été un vrai sujet qui nous empoisonne la vie. J'ai encore eu une discussion hier avec un pote, on a lancé un média, c'est encore le sujet de la discussion. Faut-il travailler avec les institutions ou pas? Et ce sujet, vous le connaissez si vous êtes étudiant, parce que dans tous les mémoires de chaque année, on nous interviewe sur ce sujet, entre autres. Donc, c'est pas intéressant, en fait. Et c'est vrai que nous, on a dépassé la dynamique, parce qu'effectivement, on est aussi du privé. Donc, ce qui fait écho à la discussion qu'on a eue tout à l'heure ensemble. Donc, tu vois, c'est très présent, en fait. Mais c'est juste pour dire qu'il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César. Ça nous a aidés, ces politiques aussi. Elles nous ont aidés. Les accélérateurs. Voilà. Allez venir. Et pas que sur le fait de nous envoyer matériellement dans des endroits, parce que moi j'ai reçu, je vous dis, même avec des associations, hein, j'ai reçu des Touaregs nigériens qui manquaient de matériel, c'était des rebelles, je sais même plus c'est quoi l'histoire, j'en ai plein des trucs comme ça, et à qui on donnait des micros, on donnait nos micros, vous voyez, ils avaient besoin de micros pour rapper et tout, je sais même pas ce qu'ils sont devenus, et des trucs comme ça, on en a fait des milliers, des rencontres avec des groupes de rap, les groupes de rap venaient chez nous, la Secret Connection et compagnie, la Rumeur à l'époque, ils venaient chez nous, on les prenait, on les amenait à Bruxelles, parce que Lille-Bruxelles c'est 45 minutes en voiture, on allait à Bruxelles, il y avait les Bruxellois, quelle culture hip-hop magnifique les Belges, on n'en parle pas, c'est incroyable, c'est leur histoire, donc on était tous effectivement liés où qu'on aille. Je me suis retrouvé dans des zones. Là même, c'est vraiment, je me retrouve. Tu dis Mantes-la-Jolie, j'aurais pu dire Arras. Tu vois, d'un coup, t'as surtout en été. D'ailleurs, ça doit parler à tout le monde. Effectivement, les jeunes, on les occupait et c'était juste génial parce que au-delà du matériel, t'avais des gens. Énormément de gens qu'on a rencontrés, des humains avec qui on a partagé. Et je pense que dans ce que tu dis, dans une certaine nostalgie de l'identité, je pense que effectivement, on était obligé. En fait, on portait notre histoire, qu'on le veuille ou non. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, effectivement, avec le digital. C'est ce que tu relevais tout à l'heure, où tu as l'impression qu'un avatar, nous sommes des avatars, hein, n'a pas besoin de porter une identité. Alors que nous, on était vraiment là-dedans. C'est-à-dire, on échangeait là-dessus, on échangeait les histoires et les cultures. Pour notre part, si je peux me permettre, pour notre part, c'est en tant que danseur et association figure de style, on est resté dans notre ville. Volontairement, on nous avait proposé de partir à gauche, à droite. On a décidé de rester dans notre quartier parce qu'on voulait rendre aux petits, en fait.
On est dans une cité qui était compliquée, qui a toujours été stigmatisée depuis que je suis né, et mes grands frères sûrement avant, etc. Et mes parents, ma mère en tout cas, évolue encore aujourd'hui, elle a tous ses repères. Et pour nous, la force, c'était que nos parents puissent dire, ben voilà, nos enfants, ils ont fait quelque chose, on les a. Pour ceux qui sont nés, moi je suis le premier à être né en France, donc qui sont nés ici ou qui sont arrivés ici, il faut qu'ils nous rendent fiers. Et moi, la fierté, elle passe par la proximité, tout simplement, et d'essayer de rendre aux petits frères qu'on a dans le quartier ce que nous on a reçu. Donc moi, peut-être en tant qu'association Figure de Style, le côté vraiment pécunier ou bien ça ne nous intéresse pas réellement. Ce qui nous intéresse, c'est le social. On a beaucoup travaillé dans le social. Notre président de notre association aujourd'hui, il est rentré en mairie pour s'occuper du service jeunesse, etc. Et on essaie d'œuvrer par le biais de la danse, toujours de garder ou en tout cas de donner de la force aux plus petits pour qu'ils puissent s'orienter de là, partir dans une compagnie ou tu veux rapper, ben voilà, on peut te donner une clé pour aller là-bas. Parce que, en tout cas, moi, je suis encore très sensible à ça. Dans nos quartiers, il y a beaucoup de gamins qui se font tuer. Notamment hier, on a un petit qui dansait chez nous qui a perdu la vie à cause des conneries de territoire, de machin. Et on s'en veut, en fait, parce qu'on se dit, c'est des petits qu'on aurait pu aider. Donc voilà pourquoi. Et alors du coup, pareil, sur le côté politique de la ville ou politique locale en général, puisque maintenant toi, tu as ton école de danse. En fait, merci, c'est l'émotion qui m'a pris parce que j'ai pensé au petit là d'hier. Donc, on parle de politique. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un maire qui vraiment nous accompagne depuis toujours. Il croit en nous, il nous a vu grandir. Avant de devenir maire, il était fan de nous, il venait à nos spectacles, etc. Ces enfants qui dansent avec vous, ça aide pas mal. Ces enfants sont venus aussi chez nous. Donc, pour lui, c'était logique qu'il nous accompagne parce qu'il a vu que notre travail était un travail de fond et qu'on voulait vraiment, au-delà de la danse, vraiment partager avec l'autre et puis faire en sorte qu'on avance. Donc, il nous a tout de suite aidés. Et nous, notre but, c'est de faire en sorte que cette personne, les gens de notre ville puissent se dire que c'est un homme avant d'être un politique. On peut ne pas être d'accord avec ses idées politiques, mais c'est quelqu'un qui peut donner réellement. À partir du moment qu'il croit en quelque chose, ça peut le dépasser et se dire si ça donne de la force à un grand nombre, pourquoi ne pas aider quoi. Bien sûr, il y a son intérêt, c'est politique, c'est un jeu, c'est la réciprocité, mais je crois que on a eu 2 maires depuis, c'est des gros mandats. Et l'ancien maire n'était pas du tout d'accord plus ou moins avec ce qu'on est, voilà, clairement. Mais il n'avait pas le choix. C'est ça la différence. Parce que nous, vous n'aviez pas non plus de bâton dans les roues. Non, en fait, il n'avait pas le choix. Il a essayé, je pense, d'une manière ou d'une autre. C'est très important. Notre travail, en fait, ce qu'on produit, personne ne le produit. Même une MJC. On a une population qui est tellement large, on touche tout. On touche des jeunes de banlieue, on touche des gens qui viennent de la haute société, on touche des blancs, des noirs, des enfants, des filles, des garçons. On touche tout le monde. Et donc, on travaille avec le handicap depuis plus de 20 ans. Peu importe, la pédopsychiatrie, les IME, etc. Toujours dans le breakdance. Donc, en fait, quand on arrive devant le maire, qui nous aime ou qui nous aime pas, il n'a pas le choix. Parce que si... c'est important à souligner parce que pendant longtemps dans notre culture, je redis, c'est une gêne. La question institutionnelle est une vraie gêne. Elle crée des crispations sérieuses. Quand je vous parle du flow qu'on a créé, il y a 5 ans, il y a d'abord la communauté qui se cartonne entre elles-mêmes parce qu'on n'arrive pas à faire le point. Donc c'est important de reconnaître ce qui fonctionne là où ça fonctionne. Nous, on a eu Aubry, 3 mandats. Vous imaginez un peu le truc. Et on a la chance d'avoir Madame Culture. Aubry, nous, on l'appelle Kéops, pour vous donner une idée. Vous voyez ? Non, mais c'est simple. Il y a Lille. Pour moi, de mes yeux d'enfant, d'accord ? Bon, je suis né, j'ai grandi en cité, etc. Donc, il y a Lille, La Rouille. Puis ici, c'est à 1 heure, je vais en faire la publicité, ils devraient me payer pour ça. Prenez votre TGV, je vous invite à aller voir ce qui est devenu Lille. Si vous n'avez pas l'occasion, c'est à côté. C'est hallucinant. Ça, c'est le travail d'un maire, en fait. Donc, non mais, je veux dire, parce que nous, vous connaissez la scène dans la haine, je vais pas la rejouer sur le maire. Donc voilà, on était de ça, quoi. On était opposés.
Et donc c'est vrai qu'avec le temps, en gérant des structures, en grandissant, en étant parent aussi, eh bien dans cette logique de transmission, et là juste pour revenir sur un point, moi je suis plutôt côté finance. Moi j'aime la finance, j'aime l'argent, j'aime savoir où il est, où il transite, où il vient et comment on peut l'utiliser sans compromettre nos valeurs, nos principes de valeurs. Pas toujours facile, hein. Il y a des deltas comme ça, hein. Il faut trancher, mais si on n'a pas envie d'avoir des défis et des challenges, bah, il faut rester chez soi et rien faire, hein. Mais effectivement, un bon maire sur des questions culturelles, ça change tout. Vous avez des gens qui facilitent. Aubry, elle est connue comme Madame Culture, avec des angles morts qu'on lui a reprochés, etc. Ça a donné les structures comme on parle et des associations. Ça n'a pas toujours fonctionné. Le danger, c'est d'avoir souvent des structures sans âme. Voilà. Parce qu'il faut aussi des gens qui ont une âme dans les structures. De toute façon, on le voit, hein, les entreprises, c'est pareil. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'avez pas de bonne boîte. Mais c'est important d'être à une heure où nous reconnaissons. C'est-à-dire qu'on dépasse définitivement juste l'opposition pour l'opposition. On a fait l'opposition dans le hip-hop, dans le rap notamment, la rébellion, je dirais, et elle va continuer parce qu'il y a beaucoup de combats encore à mener, etc. On en a eu une illustration là, mais il y a aussi des choses qui ont fonctionné. Il y a aussi des victoires à sacrer, et je pense que pour croiser avec la thématique, l'histoire des régions, une histoire parallèle, moi je pense qu'il y a une histoire commune plutôt, avec quelques spécificités, qui nous montrent qu'en fait il y a une vraie continuité. Alors c'est vrai qu'on a une heure où on se demande ce qu'est le hip-hop sur le territoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment du hip-hop en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une communauté? Moi sur Kicker par exemple, c'est une question qu'on se posait régulièrement parce qu'on avait des rappeurs, des beatmakers, etc. Et du monde entier. Et donc la question c'est qu'est-ce qui fait communauté? Il y a cette notion de la proximité parce que nous générationnellement, on ne peut pas faire communauté ensemble. Si je te vois pas Yérim, c'est pas possible. Je vais pas faire communauté à distance. C'est communauté Facebook, ça va quoi. Non mais c'est dur de faire communauté en ligne. Vous voyez? Or nous on était une appli. Donc qu'est-ce qui fait communauté? Donc forcément il fallait mettre du réel. Donc il y a la dimension de la proximité. Et après il y a la dimension des valeurs parce qu'encore une fois on a une génération. Je vais reprendre Akash qui disait dans une interview à Kenaton. Il y a quand même une partie des jeunes générations à qui on a cherché à transmettre. Il y a quand même une volonté de transmettre, mais qui n'ont pas grandi avec le hip-hop comme base commune. Et qui pourtant rap, danse, etc. Et il y a une question à cet endroit-là. C'est qu'est-ce que le hip-hop d'aujourd'hui? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a encore ce truc-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Parce que la proximité, en vérité, les réseaux sociaux effectivement donnent l'impression qu'il y a une proximité. On peut se parler, tu vois, on se DM vite fait, etc. Mais ce dont tu parles, ça peut être mal compris dans le sens pas assez bien compris parce que justement il y a cette proximité dans les DM. Or la proximité dont tu parles c'est pas ça. Il y a un vrai sel de vie. T'allais dans des régions, dans des quartiers, t'es reçu. On est reçu. J'ai une petite il y a Bara qui est là ici, c'est une Allemande. Je l'ai rencontrée il y a plus de 20 ans dans un battle. Et son équipe est venue à la maison, etc. Aujourd'hui, on se retrouve lors d'une conférence. Et pour moi, c'est ça, quand on parle communauté hip-hop. C'est vraiment ça. Les années passent, la barbe blanchit, mais on a évolué ensemble. Vraiment. Et on est connectés. C'est pas juste un mot ou après-demain, hop, le message, il s'efface. On vit des moments réels qui sont gravés. Et ça nous permet de faire un step un autre vers l'avant et ainsi de suite. Pour notre région, moi, au niveau rap, dans ma région, il y en avait à l'époque, je connaissais, je suivais. Aujourd'hui, je connais moins. Mon frère est plus dedans parce qu'il rappe toujours. Moi, je suis pas dedans. Mais je sais que les jeunes rappent beaucoup. Le graffiti existe chez nous. En tout cas, il est vraiment bien implanté. Il y a un crew qui s'appelle OCT. On court toujours, qui est là. Ils ont une partie qui est rentrée dans les galeries, mais ils œuvrent toujours en off. Et le DJing, ça, avec le beatmaking, etc., aujourd'hui, ça a pris un essor énorme. Donc ça évolue. Ça évolue réellement. En tout cas, mais pour notre part, en tant que danseur et breaker, et mon histoire dont je parlais tout à l'heure, pour moi et pour mon équipe, le rôle, c'est d'aider les petits. Alors, les petits frères ou les enfants de nos potes ou les petits-enfants de nos amis, et les gamins qui viennent pas de notre univers, leur apprendre que ce qu'ils font, ça vient de là. C'est pas une mode où t'arrives, ça arrive en 2012 et tu crois que il y a des gens qui ont galéré, qui ont sué, qui ont avancé. Donc ton pas de danse, en tout cas ce que tu vas donner sur le dance floor, il
faut que ça rayonne pour que les gens puissent se projeter, se dire j'aimerais trop faire ça, et pour que ça continue à donner une énergie positive. Voilà, c'est vraiment nous en tout cas à notre petit niveau, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc moi l'argent comme tu en parlais tout à l'heure, moi j'en gagne pas, donc au moins c'est très clair. Je suis tranquille à ce niveau-là, mais je vis bien, je vis très très bien. J'ai aucun problème, mon énergie elle est ailleurs. Et ce qu'on a, on le partage depuis 20 ans. On arrive à même plus de 20 ans, 25, voire bientôt 30 ans. Et on continue à avancer. Maintenant, des rencontres comme celle-ci, c'est un step encore. Et c'est ça, pour moi, la culture hip-hop. Comme je parlais de Bara qui était là, qui vient d'Allemagne et qui tourne, qui est à Paris, etc. Ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, je vous rencontre. Et c'est vraiment dans cette énergie que j'aimerais, moi, que ça avance, que les régions puissent être En fait, beaucoup plus larges. les régions, il y a un point qu'on n'a pas éclairé, d'ailleurs, qui fait partie de notre discussion. C'est pas que les régions. Je pense qu'autour de la table, on est tous biculturels. Je pense que c'est pas un hasard. Parce qu'on a un lien avec l'Afrique. Moi, sur le business, vu qu'on parlait d'argent, et quand je parle de business dans notre domaine, tout est en train d'aller vers l'Afrique. Je suis franco-marocain, donc j'ai les deux nationalités. Je suis pas d'origine marocaine, je suis franco-marocain. Donc non, mais trop fort, hein, deux nationalités, ça va mal finir ça. Advienne que pourra. Nous savons faire face. Et donc la dynamique du Maroc depuis les tremblements de terre m'intéresse énormément économiquement. C'est une dynamique économique donc les jeunes sont pris en charge et c'est nouveau. C'est quelque chose de très nouveau. Ça s'est accéléré récemment. Donc sur le digital notamment. Donc ça m'intéresse. Et alors que j'avais déjà des liens en musique. Pour les mêmes raisons qu'on allait dans les quartiers, on allait dans d'autres territoires. Et donc, c'est au-delà des régions. Je pense, ce qu'a apporté le hip-hop, là, pour le coup, c'est une identité commune au-delà des pays, au-delà des frontières, au-delà des territoires. Je parlais des Nigériens tout à l'heure. Il y a bien un codex commun. Et effectivement, c'est dans ce qui peut être inquiétant, en tout cas pour les activistes que je rencontre, notamment associatifs, on leur rend jamais assez gloire, les associations, elles sont en difficulté. Et cette question de la transmission est problématique parce que si la transmission n'est pas maintenue, effectivement, on perd cette dimension. On voit la fin venir. Et la question, elle va se poser, je pense, au-delà des régions, au niveau international, parce que la question, c'est pas que pour notre mouvement. Il y a médiatiquement, moi j'aurais pu te poser la question, est-ce que tu sens, par exemple, en tant que journaliste, tu vas apprécier le switch, que quand tu écris, tu prends en considération le fait que le hip-hop est en vérité la culture commune de tout ça, ou est-ce que tu arrives à adresser le rap, parce que c'est surtout le rap qui est concerné là, comme genre à part entière, indépendamment de la culture d'où il vient? Parce que c'est ça qui traverse les discussions avec les gamins. Non, c'est la plupart du temps, c'est vrai que c'est que le rap, en règle générale, parce que c'est ça qui... Pardon. Là, je parle vraiment de la presse P. En général, on dit la presse P rap, pas la presse P hip-hop, parce que, à de très rares exceptions près, c'est effectivement, c'est avant tout le rap, parce que c'est, en termes de modèle économique, ce qui va leur apporter le plus facilement et simplement et rapidement des revenus. Là où ils vont avoir, en général, plus de mal à traiter... La danse, ça peut aller en vrai, parce que t'as quand même des events et tout. Bon, là, et il y a les JO maintenant. Mais et en plus là c'est rentré aux JO et tout, ça promet d'être rigolo. Mais après t'as par exemple le grand. Commencez pas toujours, nous il faut toujours. Non mais par exemple le graphe c'est le plus compliqué à se faire représenter parce que soit t'as ce dont vous parliez, c'est-à-dire des gens qui accèdent au circuit galerie, qui j'imagine en plus doivent être décriés par ceux qui sont restés dans le sens non le graphe c'est pas fait pour ça. Ça doit être dans la rue à 100%. Et du coup, ouais, c'est peut-être le moins commercialisable, entre guillemets. Et on va dire que... Et après, je vais conclure là-dessus et on prendra les questions du public. Quand il y avait eu... Bah, c'était quoi? C'était il y a 1 an et demi, je dirais, l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie. Moi, j'étais le plus tranquille parce que justement, je gérais que la partie rap. Donc il y avait presque zéro débat, en fait, sur la partie rap. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une sélection de lyrics, une sélection de live, une sélection de clips et des photos. Pour le graphe et la danse, c'était beaucoup plus compliqué parce que t'avais des problèmes de représentation, des petites guéguerres internes, etc., etc. Tu vois, parce que c'est moins,
institutionnalisé, c'est moins businessment parlant, structuré, avec de gros guillemets. Et vas-y. Ouais. Et du coup, non, il a dit en micro, mais oui, il y a la loi sur le diplôme pour avoir le droit d'enseigner la danse hip-hop, qui concrètement est rejetée par à peu près 100% du milieu de la danse, ou des gens comme monsieur qui disent non, moi c'est juste que je m'en fous. Donc, mais il y a personne qui a dit ouais, c'est génial, faisons ça, etc. Donc oui, il y a toujours ce truc. On n'est pas un pays non plus, on dit ouais, c'est génial. Ouais, facilement, voilà, tu vois ce que faut je veux pas. Non, mais parce qu'après, tu peux avoir d'autres disciplines. Awesome, crazy. Fais-le en français, ça sonne pas. Non, mais j'imagine tu peux avoir d'autres milieux, d'autres disciplines bien sûr, qui, eux, au contraire, auraient demandé ça pour se faire reconnaître, là où la nature du hip-hop, entre guillemets, même si je suis personne pour et pour avoir connu dire ça, mais le mouvement, moi je trouve ça incroyable qu'on puisse émettre l'idée que le hip-hop soit aux Jeux Olympiques. Le gap, c'est-à-dire, au-delà des considérations, on trouve ça bien, pas bien, et c'est pas parce que je dis ça que ça veut dire que je trouve ça bien. Hein. C'est une erreur. Le break, pas le hip-hop. C'est le break qui rentre au JO. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, mais quand le break rentre, c'est aussi une partie de la culture. Non, mais attention, c'est pareil pour le rap. Hein. C'est parce que toi, t'as une culture. Mais la plupart des jeunes, peut-être, ne sont pas du tout là-dedans. C'est pour ça que je précise. Je t'assure que c'est pour moi. Je veux dire, pour le rap, dans les victoires de la musique, vous laissez pareil. J'ai dit, mais quelle progression incroyable. Nous sommes en mouvement, nous sommes en progression malgré tout. Ça, c'est peut-être le positif. Hein. C'est sûr et certain. Par rapport au JO, je fais partie du comité, etc. Donc j'ai vu pas mal, j'ai vu les choses évoluer. J'ai voulu rentrer dedans justement pour savoir ce qui se passe à l'intérieur et pas être spectateur ou en tout cas subir à la fin. Donc je sais que les entraîneurs, etc. sont des gens qui essaient d'œuvrer réellement pour la cause, mais ils dépendent de la Fédération française de danse, donc il y a aussi tout un plein de critères à prendre en compte pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est bien mieux, mais il a fallu beaucoup de temps pour que justement ça rentre dans la tête de certains, parce qu'on a des habitudes et on ne veut pas changer les habitudes. Ça reste du breakdance, mais c'est quoi Pourquoi vous, pas nous? Pourquoi ceci, cela, ce genre de truc? Aujourd'hui, ça va mieux, beaucoup mieux, parce que justement, il y a une bonne équipe qui gère ça, mais c'était pas le cas. Du coup, ça nous fait une bonne conclusion, puisque pour reprendre les mots du philosophe Stavros, ça a pris du temps pour comprendre, mais ils ont fini par comprendre. Et merci à vous, merci à vous de vous être déplacés et tout. La place. L2P Convention en podcast.